Bonjour à tous. Ça va. Je m'appelle Benoît Messignac, je travaille au LEGO sur les variations du niveau de la mer. Et je vais vous présenter aujourd'hui, à la demande de Nicolas et de Laurent, les variations du niveau de la mer en réponse au changement climatique. Donc je vais vous donner un résumé de ce que l'on sait aujourd'hui sur les observations et sur les causes de la hausse du niveau de la mer et aussi sur leur relation avec le changement climatique actuel. Alors, je passe avec Simon. Alors, jusqu'à maintenant, vous avez vu énormément de résultats, je pense scientifiques, sur les 2 premières journées, et vous allez en voir encore cet après-midi, en particulier sur des variations du niveau de la mer mesurées par marégraphe. Vous allez voir qu'il peut y avoir des petites différences avec ce dont je vais vous parler maintenant. Donc, je vais commencer par faire un petit résumé de quel niveau de la mer je parle, qu'est-ce qu'on entend par niveau de la mer et qu'est-ce qu'on entend par variation climatique du niveau de la mer. Une fois ce résumé fait, on parlera des variations actuelles du niveau de la mer, telles qu'elles sont observées. J'en profiterai pour parler d'une question scientifique majeure qui a agité la communauté et qui agite encore la communauté actuelle, qui est de savoir si la hausse actuelle du niveau de la mer est habituelle ou inhabituelle, et est-ce qu'elle correspond, est-ce qu'elle représente une accélération. Puis on regardera les causes de la hausse actuelle du niveau de la mer. On regardera si on peut expliquer précisément les causes, la hausse actuelle du niveau de la mer avec les causes que l'on connaît. Et je vous propose dans un dernier point de voir quel est le rapport avec le changement climatique. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par niveau de la mer? Donc ça, vous le savez très bien, je vais passer très rapidement. Juste, c'était un point important à faire. D'une manière générale, alors quand on parle de niveau de la mer en général, on parle de niveau de la mer absolu. C'est-à-dire, nous en tout cas, quand on fait des satellites, mais je vais vous parler aussi des autres mesures de niveau de la mer. Ce qu'on appelle le niveau de la mer, c'est le niveau de la mer à chaque endroit, à chaque date. Et quand on le référence par rapport à une position qui est fixe, par rapport au centre de la Terre, une position qu'on appelle géoréférencée, on parlera de niveau de la mer absolu. Pour des raisons pratiques, souvent, on mesure le niveau de la mer par rapport à une autre référence, qui peut être par exemple la croûte terrestre lorsqu'on a un marégraphe. On mesure le niveau de la mer par rapport à la position du quai, là où se trouve le marégraphe. Dans ce cas-là, on dit que le niveau de la mer est relatif, parce qu'en fait, vous avez un niveau de la mer par rapport à une référence qui elle-même peut bouger par rapport au centre de la Terre. D'une manière générale, dans la suite, quand je parlerai de niveau de la mer, je parlerai de niveau de la mer absolu. Quand, de manière évidente, je ferai référence à des niveaux de la mer relatifs, quand je parlerai des marégraphes, par exemple, en général, on a ramené ce niveau de la mer à un niveau de la mer absolu en corrigeant le mouvement du sol. Si vous voulez des détails, on pourra en parler par la suite sur cette correction du mouvement du sol. Alors maintenant qu'on a vu ce qu'on entendait par niveau de la mer en tant que définition, je vous propose de regarder à quoi ressemble le niveau de la mer si on le regardait de l'espace. Et on va voir après de quel niveau de la mer, de quel signal je parle moi dans la suite et de quel signal on va parler par ailleurs. Si vous regardiez le niveau de la mer de l'espace, vous verriez ça. Un champ statique, avec des variations qui sont de l'ordre de plus ou moins 80 mètres. Vous avez ici moins 80 mètres, ici plus 80 mètres. Vous voyez, il y a des creux de 80 mètres au large de l'Inde, et vous avez des bosses qui peuvent atteindre 80 mètres ici autour de l'Islande. Ce que vous voyez là, c'est les traces, c'est en fait le signal essentiellement du géoïde. Vous voyez très bien d'ailleurs, on voit, c'est-à-dire le géoïde, c'est le champ de gravité. On voit même d'ailleurs les montagnes sous-marines où le champ de gravité est plus fort. Vous voyez qu'il signe très bien sur le niveau de la mer. Ce champ-là, on peut le filtrer, parce qu'on le connaît par ailleurs, ce géoïde, par d'autres techniques satellites, des techniques in situ, d'autres types de mesures. Et on peut aussi en profiter pour filtrer les marées, qui sont importantes. Et vous obtenez ce signal-là. Donc regardez, on a maintenant un signal qui est un peu plus petit, qui évolue entre moins 140 et 140 cm. Et vous avez encore un signal statique. Les gens habitués reconnaissent ici la circulation moyenne de l'océan. Vous avez les gyres ici subtropicaux, les gyres géostrophiques subtropicaux, subpolaires. C'est la circulation moyenne. On peut filtrer encore ce signal, et enfin, on arrive à un signal dynamique. Vous remarquerez que maintenant, les variations sont beaucoup plus petites. On est dans des variations de moins 25 à plus 25 cm. Et vous voyez que ce signal est très dynamique. Et c'est ce signal-là qu'on appelle le niveau de la mer, dont je vais parler par la suite, et que je vais appeler niveau de la mer. Ce sont les anomalies par rapport à une circulation moyenne et par rapport à un géoïde. Alors vous voyez que ce signal est très dynamique, et on y voit tout de suite les signatures du climat. Vous voyez par exemple une respiration nord-sud, on le voit très bien sur le mouvement de la glace ici, mais on le voit aussi sur l'expansion thermique. Vous voyez que là, 2 fois par an, vous avez les années ici. C'est chaud, c'est froid, chaud, froid. Ici, ça c'est le cycle annuel. Vous voyez les événements ENSO ici, et puis vous voyez que ça rougit au fur et à mesure du temps.
On va le voir si on revient au début de la vidéo. Si je peux faire ça, j'en suis pas sûr. Ouais, vous voyez que c'est beaucoup plus bleu. Ce que vous voyez là, c'est le changement climatique global. Donc c'est ce signal-là dans lequel on va pouvoir détecter les variations du changement climatique, et ce signal nécessite une précision très forte, très grande. Vous voyez qu'on a des variations de moins 25 à plus 25 cm, mais vous voyez que si vous regardez le réchauffement global, au début on était dans les bleus vers moins 5 cm, et à la fin on est plutôt dans des tons rouges de manière globale, si vous regardez de manière globale, vers 4-5 cm. On couvre 20 ans, sur 20 ans, ça fait à peu près 2,5 mm par an. Donc c'est les précisions nécessaires pour regarder les variations climatiques du niveau de la mer. Et c'est de ça dont je vais vous parler par la suite. Alors, quelles sont les variations actuelles du niveau de la mer? Je vous propose qu'on fasse un petit tour des variations du niveau de la mer observées depuis l'ère des observations, c'est-à-dire depuis les marégraphes et jusqu'à maintenant. En dernier lieu, à la fin de cette sous-section, je vous remettrai ça un peu dans le contexte, dans un contexte climatique un peu plus grand, sur des périodes de quelques milliers d'années. Alors, tout d'abord, on va regarder quelques centaines d'années, parce qu'en fait, on a des mesures du niveau de la mer que depuis quelques centaines d'années, grâce aux marégraphes. On commence à avoir des mesures qui sont à peu près réparties sur l'ensemble du globe, au milieu, alors j'exagère un peu, disons, on commence à avoir des mesures systématiques à partir de 1850, 1890, et on a des mesures qui sont réparties au 19e siècle, qui commencent à se répartir un peu partout sur le globe, essentiellement dans l'hémisphère nord, mais dans la deuxième partie du 20e siècle, on en trouve beaucoup aussi dans l'hémisphère sud. Alors, ce sont des mesures faites sur des ports. Vous voyez ici les enregistrements marégraphiques qui ont plus de 40 ans de données. Et vous voyez les soucis qu'on a habituels avec les marégraphes, à savoir une répartition géographique qui est assez peu dense et qui est biaisée vers l'hémisphère nord, et puis souvent des problèmes instrumentaux qui sont liés à des événements locaux. Vous avez par exemple ici, vous voyez le trou dans la série de Brest qui est dû à la Deuxième Guerre mondiale. Alors ces problèmes dans les séries marégraphiques n'empêchent pas, font qu'on ne peut pas avoir de vision très claire des variations du niveau de la mer partout sur l'océan sur les 150 dernières années. En revanche, on peut tirer, en utilisant tous les marégraphes qui sont disponibles depuis 150 ans, on peut avoir une idée des variations du niveau de la mer globale sur les 100-150 dernières années. Je vous présente ici 3 reconstructions des variations du niveau de la mer globale qui ont été faites à partir des jeux de marégraphes par 3 équipes différentes. Et vous voyez que ces 3 reconstructions montrent que sur le XXe siècle, de 1900 à 2010, le niveau de la mer a augmenté à la vitesse de 1,7, plus ou moins 0,3 mm par an. Alors les différentes reconstructions sont à peu près d'accord sur la tendance. Alors, vous voyez que la tendance est peut-être un peu plus faible sur la reconstruction de l'équipe de Hay et collègues, mais en fait c'est essentiellement dû à la variabilité décennale, parce que si vous remontez jusqu'à 1880, les reconstructions présentent la même tendance sur la période 1880-2010. Vous voyez par ailleurs que la variabilité décennale, la variabilité interannuelle entre les différentes reconstructions, elle est assez différente. Donc on a déjà rien qu'au niveau global, même aux échelles décennales et interannuelles, une certaine incertitude qui vient du fait qu'on n'est pas capable de reconstruire proprement le niveau de la mer avec le jeu de marégraphes qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Mais l'information importante qu'on peut en tirer aujourd'hui, c'est cette hausse du niveau de la mer de 1,7 mm par an. Alors récemment, depuis bientôt une trentaine d'années, j'exagère un peu, mais depuis 1993, on a des mesures du niveau de la mer par satellite, grâce à une série de satellites qui s'appelle TOPEX, puis Jason 1, Jason 2 et Jason 3 qu'on a lancé il y a 2 semaines. Cette série de satellites a permis pour la première fois d'avoir des mesures du niveau de la mer suffisamment précises pour faire des variations climatiques. On avait des mesures du niveau de la mer avant la série TOPEX Jason, mais elles ne permettaient que de faire du géoïde marin ou de la circulation moyenne parce que les précisions n'étaient pas assez grandes. Alors, depuis 1993, on a une précision assez grande. Alors, pourquoi? Parce que le principe est le même principe qu'on avait avant pour les mesures du niveau de la mer qui étaient faites avant 1993, à savoir, on embarque sur le satellite un émetteur radar qui envoie une onde radar vers la surface de la mer. Cette onde est réfléchie et on calcule le temps de parcours de cette onde et on en déduit la distance qui sépare le satellite de la surface. Alors, les 2 révolutions de la série TOPEX Jason 1 et Jason 2, c'est que la première, on embarque à bord des GPS et des systèmes d'ORIS qui permettent d'avoir une précision très grande sur la position du satellite par rapport à l'ellipsoïde de référence. Donc on a une précision très grande sur la position du satellite par rapport à l'ellipsoïde de référence. Et quand on fait la différence entre cette distance et l'ellipsoïde, on obtient, et puis la distance qui sépare le satellite du niveau de la mer, on obtient les variations du niveau de la mer de manière très précise. Le deuxième élément, c'est qu'on embarque ici un radiomètre
qui permet de corriger en particulier les erreurs qu'on fait sur le calcul de distance satellite niveau de la mer. Ces erreurs viennent essentiellement du contenu de vapeur d'eau dans la colonne qu'on peut mesurer avec le radiomètre. Donc ce sont vraiment les deux révolutions qui ont permis d'arriver à des précisions de l'ordre de quelques dixièmes de millimètres par an sur le niveau global et des mesures qui sont de l'ordre de 1 à 2 cm sur chacune des mesures indépendantes. Et grâce à ça, on peut faire du climat. Alors l'avantage des satellites, comparé aux marégraphes, c'est que les satellites donnent une vision globale. Je vous revoyais ici la circulation, les variations du niveau de la mer entre 1993 et aujourd'hui observées par les satellites altimétriques. Pas seulement Topex et Jason, parce qu'aujourd'hui on a à peu près une dizaine de satellites qui participent au calcul de ces mesures. Donc ça c'est vraiment la première grosse nouveauté, c'est qu'on a une vision globale. Vous voyez qu'on a des variations du niveau de la mer partout dans l'océan. Et la deuxième, c'est que depuis qu'on a les satellites, on a confirmé que le niveau de la mer augmentait très rapidement sur le XXe siècle, enfin sur la fin du XXe siècle, avec une hausse du niveau de la mer de 3,3 mm par an. Ce qui est beaucoup plus rapide que ce qu'on observe sur le XXe siècle, et ce qui est aussi confirmé par les marégraphes. Sur cette même période, les marégraphes indiquent une hausse du niveau de la mer de l'ordre de 3,3, de l'ordre de 3 mm par an. Alors, cette hausse est particulièrement rapide. Je propose là de vous remettre un peu ça dans le contexte des 3000 dernières années. Je vous présente juste les 300 dernières années pour qu'on y voit bien sur la figure, mais le schéma est valable pour les 3000 dernières années. Donc si on remet en contexte, vous avez ici les mesures du niveau de la mer observées par marégraphe depuis la fin du 19e siècle, depuis 1880, donc les 1,7 mm par an dont je vous parlais. Vous avez ici l'observation marégraphe et l'observation satellite qui indiquent une hausse du niveau de la mer de 3,3 mm par an. Et je vous remets ça en contexte avec des observations qu'on a par des proxys, c'est-à-dire des phénomènes physico-biologiques qui peuvent nous indiquer les variations du niveau de la mer sur des périodes plus longues que l'époque où on avait des mesures. Ici, ce que vous voyez, ce sont des mesures qui sont faites dans des marais maritimes. On fait des carottes sédimentaires dans les marais maritimes. On regarde le biotope qu'il y a dans ces carottes sédimentaires et on sait que le biotope s'organise en fonction de la distance au niveau de la mer moyen. Lorsqu'on fait suffisamment de carottes sédimentaires tout autour du monde, on peut avoir des mesures du niveau de la mer qui remontent sur quasiment 1 millier d'années ou 2 milliers d'années, qui sont très précises. Après, il y a d'autres techniques un peu moins précises qu'on utilise pour remonter encore plus loin. En gros, depuis 3000 ans, le niveau de la mer a très peu évolué. Il évoluait autour de 0 avec des vitesses de l'ordre de plus ou moins 0,3 mm par an. Sur les périodes récentes, on a une accélération très nette à la fin, au cours du XXe siècle, avec des vitesses de 1,8 mm par an, et encore à la fin du XXe, avec des vitesses de 3,3 mm par an, c'est-à-dire de l'ordre de 10 fois supérieur à ce qu'on a observé sur les 3000 dernières années. Alors, comme vous voyez, cette hausse du niveau de la mer est inhabituelle dans un contexte des quelques milliers d'années passées. Et je vous propose qu'on essaie de voir si on peut les expliquer, essayer de comprendre les causes de cette hausse du niveau de la mer. Alors à ces échelles de temps, les échelles dont on est en train de parler, quelques milliers d'années jusqu'à l'interannuel, il y a deux causes essentielles qui peuvent faire varier le niveau de la mer. La première, c'est l'expansion thermique. Si l'océan se réchauffe, les couches d'eau océaniques se dilatent et le niveau de la mer augmente. Inversement, si l'océan se refroidit, les couches d'eau de mer se contractent et le niveau de la mer diminue. Vous avez une deuxième cause qui peut faire varier le niveau de la mer, c'est la fonte des glaces qui se situe sur les continents. Lorsque les glaces fondent, elles rajoutent de l'eau à l'océan et le niveau de la mer augmente. Je vous présente ici la hausse du niveau de la mer observée par l'altimétrie satellite et confirmée par les marégraphes sur la période 94, 93, 2012. Et je vous présente ici l'expansion thermique de l'océan calculée à partir des mesures de température de l'océan en rouge. Vous avez ici en bleu clair la perte de masse du Groenland et de l'Antarctique. Et vous avez ici les pertes de masse dans les glaciers de montagne. En noir, c'est la somme de ces différentes composantes, ici glaciers et calottes polaires. Lorsqu'on somme ces deux composantes, c'est-à-dire la fonte des glaces continentales et l'expansion thermique, on obtient cette courbe ici bleue, qui, vous voyez, n'est pas tout à fait la même que la courbe bleue en trait plein, puisqu'elle a des différences au niveau variabilité interannuelle, mais qui est très proche en termes de tendance. On évaluera ça de manière quantitative tout à l'heure. Alors, comment sait-on que l'océan se réchauffe ? Alors, on sait que l'océan se réchauffe grâce à un très grand nombre de mesures qu'on a depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un peu plus tard. Ce sont des mesures qui, au début, ont été faites par des sondes jetables essentiellement le long des routes commerciales. Donc, vous voyez ici l'échantillonnage qu'on pouvait avoir entre 1955 et à peu près les années 2000.
Et puis on avait aussi des mesures par campagnes océanographiques, par les mouillages permanents, mais ça restait un certain nombre de mesures avec quand même des trous dans la couverture. On estime que c'est seulement à partir de 1970 qu'on commence à avoir une couverture globale qui ne couvre quand même pas l'océan austral. On a très peu de mesures dans l'océan austral. Depuis 2000 et depuis 2003 essentiellement, où la couverture est quasiment globale, on a des mesures par des profileurs autonomes qu'on appelle les profileurs Argo, qui sont des profileurs qui plongent dans l'océan à 1000 mètres de profondeur, échantillonnent l'océan en température salinité, dérivent, puis replongent encore de 1000 mètres de profondeur pour ceux qui vont le plus profond, échantillonnent de nouveau sur la verticale en température salinité, remontent à la surface et envoient leurs données au centre opérationnel, dont un se trouve à l'Ifremer par exemple, mais je crois qu'il y en a un à Washington aussi. Aujourd'hui, vous voyez la couverture de Argo. Donc ça, voilà, vous avez plus de 4000 profileurs autonomes. Cette couverture est quasiment globale. Une couverture on a un flotteur tous les 4 degrés tous les 10 jours environ. Un profil tous les 4 degrés tous les 10 jours. Lorsqu'on prend toutes ces mesures de température, on peut calculer les variations de densité de l'océan, liées aux variations de température de la mer. Et lorsqu'on calcule ces variations de densité, on peut en estimer l'expansion thermique de l'océan et la hausse du niveau de la mer. C'est ce que je vous présente ici en bleu. En vert. En vert par rapport aux données historiques, celles qui ont été faites essentiellement le long des routes commerciales. Et vous avez ici les données Argo qui confirment ce qu'on observe sur la période récente. Alors ces données historiques ne descendent que jusqu'à 700 mètres. Les données Argo descendent jusqu'à 2000 mètres. Ici, lorsque je vous donne ce chiffre est corrigé de l'océan profond entre 700 et 2000 mètres par une méthode d'échelle qu'on a utilisée sur la période Argo. Et on obtient une estimation de l'ordre de 0,9, plus ou moins 0,3 mm par an sur la période récente. Enfin, sur la période altimétrique, de 93 à 2010. Donc vous voyez que c'est une quantité significative de la tendance qu'on a dans le niveau de la mer sur la période récente. Passons aux glaciers de montagne. Comment sait-on que les glaciers de montagne perdent de la masse? Alors on a 3 techniques essentielles, il en existe d'autres, mais les 3 techniques les plus utilisées pour surveiller les glaciers de montagne et leur évolution, c'est tout d'abord l'imagerie spatiale, celle qui a été utilisée de manière historique. Alors avant, excusez-moi, il y a quand même les données in situ faites par les glaciologues qui montent sur les glaciers et qui mesurent leur épaisseur, leur largeur, les températures à la surface, les températures du glacier aussi. Et qu'on a essentiellement dans les Alpes, un peu dans la cordillère des Andes quand on veut remonter loin dans le temps. Et aujourd'hui, il doit y avoir à peu près 300 glaciers dans le monde qui sont monitorés de manière systématique. Ensuite, on a des techniques d'imagerie satellite, calcul de MNT. Ce sont des calculs de MNT sur les glaciers. Et on calcule les MNT à des dates différentes et on regarde comment les glaciers ont évolué. Et puis la dernière technique qui est très utilisée depuis que Grace a été envoyé. Donc Grace, c'est 2 satellites, Tom et Jerry. Vous avez Jerry devant et Tom derrière qui court après. Et qui mesurent les champs de gravité variables. En mesurant le champ de gravité variable avec des techniques d'inversion, on peut déterminer les variations de masse des glaciers de montagne. Alors là, je vous présente une revue de la littérature sur ces estimations de perte de glaciers de montagne sur les 20 dernières années. Et vous voyez que sur les 20 dernières années, toutes les études montrent qu'on a à peu près une perte des glaciers de montagne de l'ordre de 0,9, plus ou moins 0,2 mm par an. Alors aujourd'hui, ces études sont revues un peu à la baisse. On est plutôt vers 0,8 parce que certains glaciers de l'Himalaya gagnent de la masse. Et ils n'étaient pas bien échantillonnés. Aujourd'hui, ils n'étaient pas observés jusqu'en 2010. Pour les calottes polaires, l'observation des calottes polaires est beaucoup plus récente, du fait de... Alors, bien sûr, il y a des observations historiques des calottes polaires, mais qui ne permettent pas de faire un bilan global des calottes polaires. Pour avoir un bilan global des calottes polaires, c'est essentiellement grâce aux techniques satellites, du fait de la difficulté d'accéder aux calottes. Et une fois encore, une des techniques qui est très utilisée, c'est la gravimétrie spatiale avec Grace. On utilise aussi l'altimétrie spatiale pour mesurer l'épaisseur de la calotte ou l'interférométrie radar pour essayer de mesurer la vitesse de la calotte, en particulier sur les bords de la calotte, pour pouvoir essayer d'estimer les pertes de masse de la calotte sur les bords de la calotte. Alors, je vous présente ici les résultats d'une revue qui a été faite en 2012 par Shepard et une bonne partie de la communauté, qui indique que pour la perte de masse des Groenland et de l'Antarctique sur la période 93-2010, on a une perte de masse de l'ordre de 0,6, plus ou moins 0,3 mm par an. Alors si maintenant on combine tous ces éléments, je vous présente ici la hausse du niveau de la mer. Donc là, c'est la tendance du niveau de la mer observée par altimétrie satellite.
satellites sur la période 93-2010. Et qui indique une hausse de l'ordre de 3,2 plus ou moins 0,4 mm par an. Et ici, je vous mets toutes les combinaisons, toutes les contributions à cette hausse du niveau de la mer qui ont été évaluées par différentes techniques. Donc vous avez ici le réchauffement de l'océan avec les mesures de température de l'océan, les 0,9 mm par an. Vous avez ici les glaciers de montagne et les calottes polaires avec les différentes techniques que je vous ai présentées. Lorsqu'on somme ces différents éléments et qu'on ajoute aussi les variations d'eau continentale, il y a des variations d'eau liquide sur les continents d'une année sur l'autre qui sont significatives et qui peuvent avoir une tendance sur des périodes de 20 ans et qui peuvent être mesurées par Grace en particulier. Lorsqu'on somme toutes ces composantes, on obtient une hausse du niveau de la mer de 2,6 plus ou moins 0,6 mm par an. Alors ce résultat ici est essentiel. Il est essentiel pour deux raisons. Alors la première raison, c'est qu'on ferme le niveau de la mer dans la barre d'erreur. Vous voyez que dans la barre d'erreur, on ferme à peu près le niveau de la mer. Alors ça, c'est important parce que ça dit deux choses. La première chose, c'est qu'on voit qu'on n'a pas oublié d'éléments majeurs dans les variations du niveau de la mer. Il peut y avoir encore des composantes ici de l'ordre de 0,3, 0,4 mm par an qu'on a oubliées, comme par exemple les variations de l'océan profond, la fonte du permafrost. Ça peut être des composantes qui peuvent être importantes dans le futur. Il est donc important de les mesurer, mais aujourd'hui, elles sont probablement trop petites et elles sont ici dans cette barre d'erreur. Il y a aussi le fait que comme on ferme cette barre d'erreur, ça veut dire que nos systèmes de mesure sont aujourd'hui fiables. Ces différents systèmes de mesure, qui sont aussi monitorés par différentes équipes autour du monde, qui sont extrêmement distinctes, montrent que, puisqu'on retrouve le même résultat, le résultat qu'on a ici de la hausse du niveau de la mer est robuste. Et on arrive à l'expliquer pour ces raisons climatiques. Après, on peut interpréter ce résultat d'une autre manière maintenant. On peut voir le verre à moitié vide. Vous avez ici une idée du progrès qui nous reste à faire. Il y a beaucoup de progrès, puisqu'on voudrait être capable de fermer cette incertitude. Dans cette incertitude, qu'est-ce qui se cache? Plusieurs choses. Tout d'abord, les incertitudes sur les systèmes de mesure. Même si on a confiance dans nos systèmes de mesure, puisqu'on arrive à fermer le niveau de la mer, il reste cette incertitude de 0,6 mm par an qu'on aimerait bien pouvoir expliquer. Probablement, une bonne part vient des incertitudes sur les mesures du niveau de la mer, sur la température de l'océan, et probablement sur les calottes polaires et les glaciers. Pourquoi est-ce qu'on aimerait bien améliorer notre système de mesure? Parce qu'on aimerait bien y déceler ici un certain nombre de phénomènes qu'on ne décèle pas encore et qui sont très importants pour le futur. Comme je vous l'ai dit, la fonte du permafrost, mais aussi, par exemple, aussi le réchauffement de l'océan profond, qui peut nous donner une idée, en particulier de la réponse du système climatique au réchauffement, et j'en reviendrai tout à l'heure dessus. Sur la période récente, le système de mesure s'est déjà amélioré. Sur la période récente, où on a Grace depuis 2005, on a les mesures Argo depuis 2003, on a une couverture globale bien meilleure dans l'échantillonnage de la température de l'océan, on a des mesures bien meilleures des variations de masse de l'océan grâce à Grace, et les mesures de l'altimétrie, qui sont basées maintenant que sur Jason 1 et Jason 2, qui sont meilleures que Topex sur la période 93-2002, permettent d'avoir des mesures meilleures aussi sur le niveau de la mer. Je vous présente ici les mesures du niveau de la mer de Jason 1 et Jason 2 sur cette période 2005-2014 en noir. Et vous avez en rouge la somme des contributions qui a été estimée par Argo et par Grace. Et vous voyez que cette fois-ci, la fermeture du bilan du niveau de la mer est bien meilleure. Ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui on arrive à détecter le réchauffement de l'océan profond et on n'arrive pas non plus encore à détecter la fonte du permafrost. On pourra revenir dessus tout à l'heure si vous voulez. En tout cas, ici, ce qu'on confirme, c'est que cette hausse du niveau de la mer de 3,2 mm par an et qui fait à peu près 2,8 sur cette période-là, à cause de la Niña ici, qui est très forte et qui a fait descendre le niveau de la mer sur la période 2010-2011, est robuste et elle est confirmée par un très grand nombre de systèmes d'observation. Alors vous allez me dire, et le changement climatique dans tout ça? Alors venons-en au changement climatique. Quel est le lien entre cette hausse du niveau de la mer particulièrement inhabituelle et le changement climatique? Alors pour faire le lien avec le changement climatique, la première chose, c'est d'abord de revenir sur la définition du changement climatique. Alors comment se définit le changement climatique? Le changement climatique se définit par rapport à l'équilibre climatique. Ce qu'on appelle l'équilibre climatique, on dit que le climat est à l'équilibre lorsque la Terre reçoit autant d'énergie du Soleil que ce qu'elle réémet vers l'espace. La Terre reçoit 342 watts du Soleil. Cette énergie, une part de cette énergie repart vers l'espace directement et une part de l'énergie pénètre l'atmosphère et vient irradier la surface.
L'atmosphère et la surface, en réponse à cette énergie qui les réchauffe, émet des infrarouges du fait de sa température. Une part de ces infrarouges sont filtrés par l'atmosphère et reviennent sur la Terre, mais une part part vers l'espace profond. On est à l'équilibre climatique lorsque l'ensemble de l'énergie émise par la Terre ici vers l'espace est au même niveau que l'énergie reçue par le Soleil. Lorsqu'on est en cas de changement climatique, par exemple l'émission de gaz à effet de serre, mais on peut avoir d'autres raisons de changement climatique, des fortes éruptions volcaniques par exemple, ou d'autres choses, comme ça, on peut avoir un déséquilibre ici, une augmentation par exemple, si on prend les gaz à effet de serre, on a une augmentation ici de l'effet de serre, une diminution des émissions vers l'espace. Du coup, le bilan ici, l'énergie totale renvoyée par la Terre vers l'espace est plus petite que l'énergie reçue du Soleil. On a alors un déséquilibre énergétique ici en haut de l'atmosphère. Ce déséquilibre énergétique fait que la Terre se met à stocker de l'énergie. En stockant de l'énergie, la Terre se réchauffe. La Terre va se réchauffer jusqu'à atteindre un état de température où ces émissions infrarouges vont être suffisamment fortes pour rééquilibrer ici la quantité d'énergie qui s'en va vers l'atmosphère et qui correspondra à la quantité d'énergie qu'on recevra du Soleil. En gros, on est parti d'un état d'équilibre froid, dans lequel la Terre émettait autant d'énergie vers l'espace que ce qu'elle recevait du Soleil. Du fait des gaz à effet de serre, la Terre se réchauffe. Elle va augmenter ses émissions infrarouges jusqu'à atteindre un nouvel état d'équilibre chaud, dans lequel les émissions infrarouges ici, vers l'espace, et les émissions directes auront compensé ce que l'on reçoit du Soleil. Entre ces deux états d'équilibre, l'état d'équilibre froid et l'état d'équilibre chaud, on a un état transitoire. C'est cet état transitoire qu'on appelle le changement climatique. Vous avez vu que cet état transitoire, il est caractérisé par un déséquilibre énergétique ici, en haut de l'atmosphère. Et par le fait que, du fait de ce déséquilibre, la Terre stocke de l'énergie. Ce déséquilibre énergétique, on le mesure. On le mesure de plusieurs manières. Une des manières, c'est de mesurer le bilan énergétique à la surface de l'atmosphère. On mesure ici l'énergie qu'on reçoit du Soleil, on mesure l'énergie qu'on émet vers l'espace, soit en infrarouge, soit en visible, on fait la différence et on obtient le déséquilibre énergétique en haut de l'atmosphère. Ce déséquilibre énergétique est environ entre 0,5 et 1 watt par mètre carré. Ce déséquilibre énergétique se traduit par une augmentation de l'énergie, par un stockage de l'énergie par la Terre. Puisqu'on a un déséquilibre ici, la Terre renvoie moins d'énergie que ce qu'elle reçoit, l'énergie se met à se stocker dans la Terre, dans le système planète Terre. Dans ce système, 93% de l'énergie qui est stockée dans l'océan. Pour une raison simple, c'est que la capacité calorifique de l'océan est bien supérieure à la capacité calorifique de l'ensemble du reste des enveloppes fluides de la planète. Vous prenez 2,5 mètres de profondeur de l'océan, vous avez la capacité calorifique de l'ensemble de l'atmosphère et des continents. Et de la cryosphère inclus aussi. Pour cette raison, 93% de l'énergie rentre dans l'océan, 4% de l'énergie rentre dans la cryosphère et fait fondre les glaciers et les calottes polaires, et 3% réchauffe les lacs et les continents. En réponse à cette énergie, vous avez l'ensemble des phénomènes et des conséquences qu'on connaît du changement climatique. Puisque l'énergie pénètre l'océan, augmentation de la température de l'océan, augmentation du niveau de la mer. Puisque l'énergie pénètre la cryosphère, fonte des glaces, augmentation de la masse de l'océan, augmentation du niveau de la mer. Augmentation des températures d'atmosphère à cause du réchauffement de l'atmosphère, à cause aussi du réchauffement de la surface. Augmentation aussi de la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et vous avez en général plus de sécheresse aussi sur les continents, due à l'augmentation de température. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on regarde sur la période récente, sur la période 2005-2013, la période que je vous ai montrée tout à l'heure, la période sur laquelle on a une très bonne estimation des variations du niveau de la mer, divisée en expansion thermique mesurée par Argo et augmentation de la masse de l'océan mesurée par Grace, on peut vérifier si cette augmentation du niveau de la mer est cohérente avec le déséquilibre énergétique qu'on observe en haut de l'atmosphère et qui est responsable du changement climatique. Pour ça, il suffit de calculer l'énergie qu'il a fallu pour fondre la glace qui a fait augmenter le niveau de la mer de 2 mm par an. Il en a fallu très peu, 0,01 watts par mètre carré. On peut calculer l'énergie qui a permis de réchauffer l'océan pour le faire augmenter de 0,9 mm par an. Il en a fallu beaucoup, 0,72 plus ou moins 0,5 watts par mètre carré. Et si vous ajoutez à ça l'énergie nécessaire pour réchauffer les continents et l'atmosphère, qui ont très peu d'impact sur les variations du niveau de la mer, vous obtenez un déséquilibre énergétique en haut de l'atmosphère de 0,75 watts par mètre carré. Ce qui est cohérent avec les observations qu'on a actuellement du déséquilibre énergétique en haut de l'atmosphère.
Ceci m'amène à ma conclusion, juste en temps, on pourra peut-être avoir du café. Le niveau de la mer actuel augmente rapidement comparé aux millénaires, aux 3000 dernières années. On pourra discuter si vous voulez qu'on remette dans une perspective un peu plus longue. Mais par rapport aux 3000 dernières années, le niveau de la mer augmente entre 5 à 10 fois plus vite. Cette augmentation est due au réchauffement de l'océan et à la fonte des glaces. Elle est robuste parce qu'elle est confirmée par différents systèmes d'observation. Que ce soit l'altimétrie satellite, qui est indépendante des mesures marégraphiques, mais on retrouve aussi ça lorsqu'on combine les mesures de perte de masse des glaciers de montagne, des calottes polaires et le réchauffement de l'océan. Le dernier point, c'est que cette hausse du niveau de la mer est cohérente avec le déséquilibre énergétique qu'on observe aujourd'hui en haut de l'atmosphère et qui est responsable du changement climatique. Une part significative de cette variation du niveau de la mer, au moins l'expansion thermique de l'océan entière, plus 70% au moins de la perte de masse des glaciers, est due à ce déséquilibre énergétique qui est dû aux gaz à effet de serre. Alors, quelles sont les perspectives à long terme? Les perspectives à long terme, c'est d'améliorer nos modèles de climat pour être capable de faire le lien entre ce déséquilibre énergétique en haut de l'atmosphère et la hausse du niveau de la mer pour avoir des projections robustes et plus fines que celles qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des projections du niveau de la mer en 2100 de l'ordre de 80, entre 25 et 80 cm. 80, j'exagère, c'est un peu trop bas, on est plutôt à 1 mètre en 2100. Alors dans ces estimations, dans ces projections, il y a une grosse part d'incertitude qui vient de l'incertitude qu'on a sur le futur scénario d'émissions de gaz à effet de serre. Mais même si on enlève cette incertitude, prenons le scénario de gaz à effet de serre le pire, celui qui amène à 80 cm de hausse du niveau de la mer, on continue à avoir une incertitude de l'ordre de plus ou moins 20 cm. Cette incertitude est due au fait qu'on ne sait pas très bien comment ce déséquilibre énergétique en haut de l'atmosphère se propage dans le système climatique et comment l'énergie vient pénétrer l'océan et va faire augmenter le niveau de la mer de l'océan, ou en particulier comment l'énergie pénètre la cryosphère et fait fondre la cryosphère et fait augmenter le niveau de la mer. Donc ça, c'est une des perspectives qu'on a dans les futures années, c'est d'améliorer ces modélisations. Deuxième élément, pour améliorer ces modélisations et pour avoir une idée des variations du niveau de la mer dans le futur, il faut continuer à observer le niveau de la mer sur des temps longs. On est en train de parler de variations climatiques, c'est-à-dire des variations de l'ordre de l'état du climat moyenné sur une trentaine d'années, et on regarde comment ces moyennations évoluent au cours du temps. Il nous faut des mesures long terme du niveau de la mer précises. Et pour ça, il faut continuer à monitorer le niveau de la mer, en particulier par satellite, mais aussi par marégraphe. Deuxième élément, il faut réduire les incertitudes, et ça veut dire réduire les incertitudes sur le bilan du niveau de la mer, pour être capable de détecter des contributions à la hausse du niveau de la mer qui demain pourront être importantes, comme le permafrost par exemple, ou l'océan profond. Et pour cela, il faut améliorer nos mesures des différentes contributions, en particulier étendre Argo aux plus grandes profondeurs, et améliorer aussi nos mesures de perte de masse dans les calottes polaires. Enfin, pour mieux comprendre les liens entre le déséquilibre énergétique de la Terre et les variations du niveau de la mer, on pourrait dès aujourd'hui investir sur la compréhension des variations interannuelles et décennales du déséquilibre énergétique de la Terre et les relations qu'il y a avec l'augmentation du niveau de la mer. Voilà, ça termine ma présentation. Merci à tous.